Bonjour chers amis et bienvenue. Des secrets surprenants et des rebondissements inattendus ont marqué la vie de Robin Gibb, des enquêtes du FBI aux tentatives de meurtre, en passant par la toxicomanie et les scandales des stars de la pop en quête de rédemption. La vie de Robin Gibb était indéniablement unique, de sa présence remarquable sur scène, chantant aux côtés de ses frères et sœurs tout en arborant ses emblématiques lunettes en cristal azur, à sa voix véritablement captivante qui ne laissait personne indifférent. Pourtant, comme dans de nombreux récits de triomphe, le favorable et le défavorable étaient mêlés à son histoire. Le 22 décembre 1949, dans la charmante ville de Douglas sur l'île de Man, Robin Gibb est né. Il était le jumeau aîné de Maurice Gibb de quelques précieuses minutes seulement. Leurs parents, Barbara Gibb et Hugh Gibb, ont chaleureusement accueilli ce nouveau chapitre dans leur famille tournée vers la musique. Robin et ses frères, dont Barry et leur sœur Leslie, se sont lancés dans un voyage musical qui allait non seulement changer leur vie, mais laisserait également une marque indélébile dans les annales de la musique, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Leur famille a pris la décision audacieuse de repartir à zéro dans la ville industrielle animée de Manchester, en Angleterre, après les épreuves et le tumulte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Manchester n'était pas seulement une ville marquée par le déclin industriel, c'était un creuset vivant de créativité et d'opportunités. C'est dans ce contexte que les jeunes frères Gibb ont commencé leur voyage musical, jetant les bases d'un parcours remarquable qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi avoir un impact sur l'histoire de la musique. Arrivés à Manchester en 1955, les frères Gibb, avec Barry à la guitare et au chant, et Robin et Maurice partageant la vedette avec leurs voix distinctes, formèrent les Gros Snacks. Le groupe comprenait également Paul Frost à la batterie et Kenny Rock à la basse, composant un quintet prêt à conquérir les scènes locales. Jeunes musiciens en herbe désireux de s'immerger dans la scène musicale de Manchester, ils se sont inspirés d'artistes connus de l'époque, tels que les Everly Brothers, le charismatique Cliff Richard et le talentueux Paul Anka, entre autres. Leurs inspirations musicales ont servi de catalyseur au parcours musical des frères Gibb. La musique était plus qu'une passion, c'était une force motrice, une flamme brûlante qui les propulsait en avant. Néanmoins, leur voyage a été comme une route sinueuse, semée de défis et d'obstacles. Au cours de leurs années de formation, leur parcours a été marqué par des épisodes turbulents, notamment des larcins et même des incendies criminels. La quête d'identité et de but les a conduits sur des chemins non conventionnels. Au milieu de ces voyages personnels, la famille Gibb a reçu une invitation des autorités locales à repenser leur avenir. La possibilité de repartir à zéro dans un nouveau pays, en particulier l'Australie, a commencé à prendre de l'ampleur en tant qu'alternative sérieuse. En août 1958, les frères Gibb se sont lancés dans un voyage qui a changé leur vie à jamais. Avec le courage que seule la quête d'un nouveau départ peut apporter, la famille a déménagé en Australie, s'installant à Redcliffe, une ville dynamique réputée pour sa scène musicale locale. Déterminés à poursuivre leur passion et à en vivre, ils se sont engagés pleinement dans le monde de la musique. Leur énergie et leur passion n'ont pas échappé à l'attention de deux visionnaires de l'industrie musicale locale, Bill Good et Bill Gates, des noms qui laisseront leur empreinte dans l'histoire de la musique. Tout comme Bill Gates avait une vision qui transcendait son époque, il a joué un rôle central dans le déroulement des événements. Il a surnommé le groupe Bee Gees, une abréviation qui a rapidement évolué pour devenir le nom emblématique Bee Gees. Bien que ce nom ne fasse pas directement référence aux frères Gibb, comme beaucoup le pensaient, il est rapidement devenu synonyme de succès et de créativité croissante. L'énergie et le talent des frères Gibb n'ont pas seulement été reconnus, mais ils ont également été célébrés par le public. En 1960, le Redcliffe Speedway servait de scène à leurs performances pendant les entr'actes des courses. Le public ne s'est pas contenté d'applaudir, ils ont également manifesté leur soutien en jetant de l'argent sur la piste, témoignage de la présence captivante des frères. Ces débuts ont ouvert la voie à un voyage musical remarquable. Les Bee Gees se sont produits non seulement dans les stations balnéaires de la côte du Queensland, mais ont également attiré l'attention du célèbre artiste australien Colt Joy grâce à leurs compositions originales. Cette connexion a marqué un tournant, conduisant à un contrat d'enregistrement avec Spin Records, une filiale de Festival Records. Sous ce nom, le trio a sorti des singles et des albums, et Barry a également contribué ses compositions à d'autres artistes australiens. L'ascension du groupe s'est poursuivie, et en 1962, les Bee Gees ont été choisis comme groupe d'accompagnement pour un spectacle de Chubby Checker au stade de Sydney, une étape importante dans leur parcours musical.
What shall I do? What shall I do? What shall I do? Entre 1963 et 1966, la famille Gibb a résidé au 171 Bunny Run Road, Maroubra, Sydney, une période immortalisée par Robin Gibb et sa chanson au Sydney, un portrait de leurs expériences de vie dans la ville. Cette chanson a ensuite été incluse dans son album posthume. Tragiquement, la maison dans laquelle il vivait a été démolie en 2016, mais son souvenir et son influence sur la trajectoire des Bee Gees perdurent. Dans les années 60, le parcours musical des frères Gibb a pris de l'ampleur, avec un succès modeste avec des chansons comme Band Woman. Cela a marqué leur incursion dans l'industrie musicale et a conduit à la sortie de leur premier album intitulé The Bee Gees Sing and Play Barry Gibb Song. Cependant, malgré leurs efforts, l'album n'a pas obtenu le succès commercial escompté, ce qui a incité Festival Records à envisager d'abandonner le groupe. Pourtant, l'histoire des Bee Gees était sur le point de prendre un tournant crucial. Ils ont croisé la route de Nat Kipney, un entrepreneur associé à Spin Records, un label indépendant émerge. Kipney a temporairement assumé le rôle de manager du groupe et a orchestré le passage à Spin Records. Dans cette nouvelle configuration, Festival Records détenait toujours les droits de distribution des Bee Gees en Australie. Un moment charnière est survenu lorsque les Bee Gees ont croisé la route d'Ossie Byrne, producteur-ingénieur chez Spin Records, qui a ouvert les portes du Sinclair Studio au groupe en leur offrant un accès illimité. Cette opportunité inestimable a permis aux frères d'affiner leurs compétences en enregistrement, d'explorer plus profondément leur potentiel artistique et de collaborer avec d'autres artistes. La collaboration entre les Bee Gees et Byrne a marqué un tournant crucial pour le groupe. La liberté créative et l'environnement propice du studio leur ont permis d'expérimenter, d'affiner leur son et d'élargir leurs horizons musicaux. Dans cet environnement, leurs compositions ont commencé à évoluer, montrant une profondeur et une richesse artistique cruciales pour le succès futur du groupe. Malgré leurs talents et leurs efforts, le succès international était toujours à l'horizon. En 1967, la famille Gibb décide de retourner en Angleterre à la recherche d'opportunités musicales, entamant ainsi un voyage qui le mènera à une renommée mondiale. Ironiquement, en janvier 1967, les Bee Gees obtinrent en Australie le succès qu'ils recherchaient depuis longtemps. La chanson « Speak and Speak », l'une des nombreuses chansons enregistrées au studio d'Ossie Byrne, est devenue un succès à travers le pays. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de faire leurs adieux à l'Australie, le pays commença à les accueillir pleinement. En 1966, ils sont nommés « Groupe de l'année » et Barry reçoit le prix du meilleur compositeur du pays, reconnu par la presse nationale. Ce n'est qu'à bord du navire qu'ils ont appris que Speak and Speak était effectivement devenu un hit en tête des charts. Robin se souvient avoir senti que c'était un signe, disant « Nous savions pourquoi c'était numéro 1 parce que des gens comme Ossie nous avaient sauvés. Partir était la meilleure chose que nous ayons faite. » De retour en Angleterre en janvier 1967, les Bee Gees arrivent avec des espoirs et des rêves. Leur objectif était de raviver leur parcours musical et d'avoir un impact sur la scène musicale mondiale. Avec des chansons comme New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts et World, les Bee Gees ont enflammé le cœur de leurs fans et ont réalisé une percée incroyable. Leurs voix harmonieuses, l'écriture impeccable de Barry et leurs mélodies captivantes ont touché une corde sensible, faisant d'eux des pionniers du genre folk rock. Alors qu'ils accédaient à une renommée internationale, la carrière des Bee Gees fut remplie de son lot de secrets choquants et de rebondissements dramatiques. La tristement célèbre « Enquête du FBI » entourant leur chanson « Massachusetts » était l'un des mystères qui ajoutent une dimension particulière à leur voyage. Des rumeurs suggèrent que les paroles de la chanson cachaient des codes secrets importants pour les agences de renseignement. Cette théorie du complot, qui a été démystifiée, témoigne de l'aura énigmatique qui entourait les Bee Gees lors de leur ascension vers la célébrité. En plus des enquêtes du FBI, les Bee Gees ont été confrontés à un incident terrifiant et potentiellement mortel lorsque Robin Gibb a été la cible d'une tentative de meurtre en 1981. Bien que Robin ait survécu à l'attaque, celle-ci a jeté une longue ombre sur sa vie et sur la trajectoire du groupe. De plus, les Bee Gees ont été confrontés à leur propre part de lutte, notamment la dépendance. Robin, en particulier, s'est battu contre l'alcool et la drogue.
sa dépendance a été un chapitre sombre de sa vie, mais il a finalement trouvé la force et la détermination nécessaires pour la surmonter. En tant que pop star, les Bee Gees ont également été mêlés à des scandales, comme c'est souvent le cas dans le monde de la gloire et de la fortune. Cependant, leur engagement envers leur musique, leur génie créatif et leur popularité durable ont transcendé les hauts et les bas de leur vie personnelle et de l'industrie du divertissement. Si l'histoire des Bee Gees était remplie de secrets choquants, de rebondissements et de défis, elle était également marquée par la résilience et la rédemption. Leur parcours musical continue de s'épanouir et ils laissent une marque indélébile sur le monde de la musique. Leurs contributions à l'industrie musicale sont sans précédent et leur musique continue d'inspirer et de captiver le public du monde entier. L'héritage des Bee Gees témoigne du pouvoir durable de la musique et de l'esprit humain, nous rappelant que même face à l'adversité et aux secrets les plus sombres, la poursuite de la créativité et la quête de la rédemption peuvent conduire à la grandeur. La vie de Robin Gibb est le reflet de ce voyage, et sa mémoire perdure à travers la musique intemporelle qu'il a créée avec ses frères. La combinaison unique de leurs voix et de leurs compositions habiles distingue le groupe au milieu de la scène musicale pleine de l'époque. L'année 1968 marque une autre étape importante dans le voyage des Bee Gees, avec la sortie du 5e album du groupe intitulé ID. Cet album est devenu l'un des plus réussis de leur carrière et présentait des succès comme GNA To You et STA Jock. Le succès se poursuit, renforçant encore davantage la réputation du groupe dans l'industrie musicale. Cependant, lors de la sortie de l'album Odyssey, en 1969, plusieurs problèmes commencent à faire surface au sein du groupe. Cette année-là, Robin souhaitait plus de visibilité dans le groupe mais ne parvenait pas à obtenir l'espace qu'il souhaitait, ce qui a conduit à une dispute et finalement à la séparation du groupe. Robin a pris la décision de commencer sa carrière solo et il a connu le succès avec la sortie du single « Saved by the Bell » qui a atteint le sommet des charts. Il a également enregistré d'autres albums prévus, cependant, les Bee Gees se sont réconciliés, se réunissant en tant que groupe. Comme Barry l'a mentionné dans une interview plus tard, il y avait un manque de communication entre lui et Robin, ce qui a conduit à des disputes. Ces disputes n'étaient pas dues à nous, mais plutôt à des stimulants et des substances modifiant l'humeur. Cela a ouvert un fossé sous nos pieds. Dans un passage de leur biographie, ils ont admis que l'argent, l'ego, le succès et l'âge avaient changé leur vie et ont reconnu l'utilisation de stimulants et de tranquillisants. Néanmoins, les Bee Gees se sont réconciliés et se sont reformés en tant que groupe, comme la plupart le savent. Parmi les hauts et les bas, l'année 1976 a véritablement marqué les esprits. Ils ont été invités à participer à la bande originale de La Fièvre du samedi soir, qui est devenue un jalon culturel des années 70. L'album avec la bande originale du film a battu tous les records de vente possibles. Selon Billboard, c'est le 5e album le plus vendu de l'histoire de la musique avec 37 millions d'unités. Il est resté en tête des classements pendant des années, n'étant dépassé que lorsque Michael Jackson a sorti The Thriller. Même après le retour des Bee Gees, Robin a continué à enregistrer quelques chansons en solo, comme une reprise de Oh Darling des Beatles et Help Me, qui faisait partie de la bande originale de Times Square dans les années 1980. Les Bee Gees ont concentré leur attention sur la production de disques pour d'autres artistes, tandis que Robin a investi dans sa carrière solo, sortant 3 autres albums entre 1983 et 1985. Les 2 premiers étaient davantage orientés vers la pop et la danse, trouvant du succès en Allemagne, tandis que le 3e album se concentrait sur les ballades et comportait des contributions de ses frères des Bee Gees dans la production. Après cette période, les Bee Gees se sont réunis et ont continué ensemble jusqu'en 2002, date à laquelle ils ont décidé de faire une nouvelle pause. En plus de sa remarquable carrière musicale, Robin Gibb a également fait face à des défis dans sa vie personnelle. En 1968, Gibb a épousé Molly Hully, juste avant leur mariage. Ils ont survécu à un accident de train le 5 novembre 1967. Cet accident a été considéré comme une tragédie, avec 49 morts et 78 blessés, marquant le 6e pire accident ferroviaire en Grande-Bretagne en termes de nombre de décès. Le couple a eu 2 enfants ensemble, Spencer et Melissa. Malheureusement, leur popularité a explosé peu de temps après leur mariage. Molly ne voulait pas déménager en Amérique avec Gibb, donc ils se voyaient rarement. Finalement, Molly a obtenu la garde des enfants en 1980, et ce n'est que lorsque Melissa avait 10 ans et Spencer 12 ans que Gibb a pu les retrouver. En 1983,
il a été arrêté et condamné à 14 jours de prison pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal en parlant à la presse de son mariage. Le processus de divorce n'a pas été simple, et l'enquête du FBI s'est concentrée sur Robin en raison d'accusations de tentative d'assassinat contre les avocats de son ex-femme. En 1985, il a épousé Dwina Murphy, sa deuxième femme, une artiste, écrivaine et prêtresse druidesse. Ils ont accueilli leur unique enfant ensemble, Robin John, en 1983. Leur relation était connue pour être ouverte et moderne, les deux ayant des âmes artistiques et des intérêts communs pour l'histoire, la mythologie et les vieux bâtiments. Dans les années 2000, la relation du couple a été sous les feux de la rampe médiatique lorsque Robin Gibb a révélé que sa femme était lesbienne. Néanmoins, ils ont continué à vivre une vie unique et non conventionnelle. Après la mort de son frère jumeau, Maurice, en 2003, le 5e album de Robin a été publié une semaine plus tard, intitulé Eumagnet. Il comportait de la musique électronique, des compositions d'autres artistes et des réenregistrements de classiques. En 2004, il a entamé une nouvelle tournée, enregistrée à la fois sur CD et DVD, et incluant l'Orchestre Philharmonique de Francfort. La tournée a duré jusqu'en 2006. La même année, il a publié sa dernière œuvre, un album de Noël comportant une nouvelle composition de Robin intitulée A Mother of Love. Même s'il a continué à faire de la musique après la disparition de son frère, la santé de Robin Gibb a été confrontée à de nombreux défis. En 2010, il a ressenti des douleurs abdominales lors d'un concert en Belgique, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence en août. Il s'est rétabli et a repris les concerts en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cependant, il a dû annuler une nouvelle tournée en 2011 en raison de problèmes de santé récurrents. En novembre 2011, il a été révélé que Robin luttait contre un cancer du foie depuis le début de l'année, bien qu'il l'ait gardé secret des médias pour éviter d'inquiéter ses fans. À la fin d'avril 2012, il a contracté une pneumonie et est tombé dans le coma. Bien qu'il soit sorti du coma quelques semaines plus tard, sa santé a continué à se détériorer. Le 20 mai 2012, à l'âge de 62 ans, le monde a perdu Robin Gibb des suites d'une insuffisance hépatique et rénale, marquant la fin d'une vie extraordinaire. Il a été enterré à Tamseed, en Angleterre, le 8 juin, en présence de son frère Barry, de membres de sa famille et de nombreux amis. La vie de Robin Gibb, marquée par une brillante carrière musicale et des défis de santé, a laissé une empreinte significative dans le monde de la musique. Sa passion, son talent et sa résilience continuent d'inspirer les fans et les artistes du monde entier. Son parcours est un rappel que même face à l'adversité, la musique a le pouvoir de transcender et de toucher profondément les cœurs des gens. Et c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui, qui vous a apporté davantage de l'histoire du grand artiste Robin Gibb des Bee Gees. Veuillez partager vos commentaires et vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.